D'où vient l'augmentation du nombre de labels indépendants? Il y a 10 ans, l'industrie du disque était en pleine crise, la crise du disque. À cette époque, la France découvre avec quelques années de retard la chute massive des ventes de CD, consécutive au développement du piratage en ligne. Très vite, cette période est suivie par l'augmentation des services de streaming avant d'arriver au modèle que l'on connaît aujourd'hui. Les artistes et leurs labels ont su s'adapter aux nouvelles possibilités offertes par la dématérialisation de la musique. En effet, ces labels usent de stratégies différentes en utilisant d'autres leviers afin d'atteindre les auditeurs, construisant petit à petit leur propre modèle économique. À titre indicatif, 80% de la musique est produite par des labels indépendants, mais ces derniers n'ont accès qu'à 35% de la visibilité médiatique. Écoute, je pense que c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est l'envie de la part du public de retourner aux choses simples et de retourner aux choses au direct, quoi. C'est-à-dire de parler directement à ceux qui les inspirent et pas passer par un filtre qui va transformer le message ou qui va le changer, qui va le compromettre. Donc il y a vraiment cette envie-là. Donc, de la part de ceux qui achètent, donc qui alimentent le marché en argent, quoi. Il ne faut pas oublier que à chaque fois on crache sur les masses et sur mais c'est eux qui ramènent l'argent dans ce milieu, quoi. C'est-à-dire tous ceux qui vivent de ça dans l'industrie de la musique, c'est d'abord le public qui a apprécié des morceaux qui les a achetés, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, ça qui est à la base de l'évolution qui est en train d'avoir lieu. Ouais. Et après, au-delà de ça, genre pourquoi les gens pourquoi on crée des labels indés, je pense que c'est plus une histoire de, aujourd'hui, les artistes, ils font un peu tout seuls. Il y a un peu ce truc autodidacte de genre, je fais de la musique dans ma chambre avec Internet, etc. Enfin, je sais qu'il y a plein de structures qui se créent, dont nous aussi, genre qu'on connaît bien, et qui sont des structures où, en fait, les artistes, ils sont leur propre label, quoi. Parce que, en fait, ils ont juste besoin, ils vont plus aller prendre un espèce de service admin qui va faire tous les trucs qu'ils n'ont pas envie de faire, mais je veux dire, ils vont signer en leur nom, tout va passer par eux, c'est eux qui vont faire des licences, et ça semble passer par un label. Donc du coup, ce truc de label indé, c'est que les artistes se sont dit, moi aussi, en fait, je peux avoir mon propre label, et pas forcément en plus pour signer d'autres gens, mais pour gérer et garder un maximum de droits, quoi, en fait, parce que sinon, ça s'éparpille. Et... On and On Records. Ouais. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi de sortir ta musique sur ton propre label? Alors, sur le motif, sur les EP, j'avais besoin de revenir à quelque chose d'assez immédiat et spontané dans la manière de produire et de sortir les morceaux. J'avais envie que ce soit rapide, spontané, naturel, donc pas forcément multiplier les interlocuteurs. Et en plus, voilà, mon label, c'est un peu notre création. Depuis 2001, on travaille dessus. On sait qu'on a construit une communauté autour de ce label-là, donc parfois on n'a pas forcément besoin de faire des licences ou d'aller signer ailleurs. On sait faire, quoi. Donc ça aurait été dommage déjà de le faire ailleurs. Et je pense qu'avec les réseaux, etc., tout ce truc est devenu méga accessible et les gens, via Insta, etc., tous ces trucs-là fait que ils voient que ça peut marcher d'eux-mêmes et qu'ils ont besoin de personne, en fait. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça. Nous, par exemple, Nowadays, ça a été créé par Hugo et Vincent, qui sont les gars de la fine équipe. Et en gros, c'était vraiment ça. Ils se sont dit, ouais, c'est mort, on peut pas filer notre projet à une maison de disques et tout. Allez, vas-y, on se la tente. Et ils ont créé leur label. Et maintenant, ça commence à dater. Et du coup, ils ont créé leur truc. Et au final, ils ont rencontré Fakir. Et le truc s'est agrossi. Et en 5 ans, ils ont signé 15 artistes. Et alors que c'était pas le but c'était juste de garder un maximum de droits et de gérer leur projet et que personne puisse leur prendre leurs droits. C'était un peu le truc, quoi. Mais voilà, maintenant c'est un bon label. C'est vrai que, juste pour relancer, moi je pensais que, en fait, c'est la révolution d'Internet, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont tout débloqué. Et justement, ça pose une question, c'est que finalement, on parle des labels, des majors et compagnie, donc ceux qui avant en tout cas étaient un filtre à la communication des artistes. La vraie question aujourd'hui, c'est les algorithmes des réseaux sociaux qui sont quand même des entreprises privées, il ne faut pas l'oublier, qui, elles, obligent d'une certaine manière les artistes à communiquer d'une certaine manière. Donc il y a quand même un jeu de, prenons Facebook avec les riches,
où il faut faire un certain format. Donc c'est plus des maisons de disques, des grandes majors qui étaient avant les méchantes qui biaisaient la communication des artistes. Maintenant c'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils contraignent d'une certaine manière les artistes. C'est vrai. Mais oui, mais du coup, dans une major, tu auras peut-être un service genre marketing un peu plus développé qu'en indé. Nous, on commence à être malin là-dessus, mais ça nous a pris des heures, tu vois, alors que chez Universal, il doit y avoir 30 personnes qui font que ça. Tu vois, non, c'est clair, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pas la même chose. Mais oui, mais ça, c'est sûr que de toute façon, maintenant, on a un peu. C'est un peu ça qui nous drive. Merci des. Bah oui. Combien de fois, enfin franchement, moi je reçois genre, je pense 10, 15 mails par jour de petits producteurs qui m'envoient leurs trucs et moi-même, mon frère, tu vois, il fait de la musique chez moi et genre il est vraiment super doué et il a appris tout seul genre dans sa chambre devant Ableton et il s'est déterminé à le faire et il l'a fait. Et franchement, il est vraiment bon et je me dis, c'est vraiment fou ce qu'on peut faire avec ce truc, tu vois. Enfin, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes genre, qui viennent nous poser des questions sur des conseils, quoi. Moi, je suis pas musicienne, donc je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est vraiment ce truc de... Oui, c'est maintenant, tu fais de la musique dans ta chambre. Nous, on arrive à un moment où les gars, ils arrivent avec leurs trucs et ils nous font... Voilà, moi, j'ai fait ça. Et nous, on va juste intervenir sur le mix, mastering, etc. Mais tu vois, c'est justement en plus dans tout ce truc un peu admin de label où tu dois faire... Enfin, tu fais aussi des demandes de subventions, etc. Il y a un peu ce truc au début où normalement tu es censé payer la production du disque. Genre, tu vas en studio avec les artistes et ils vont créer la matière. Mais en vrai, et du coup, là, ils sont en train de réfléchir à tout ça, justement, à la SACEM et tout, parce que maintenant, il y a ce truc home studio, tu vois. Parce que c'était plus pertinent, tu vois. Nous, tous nos artistes, ils font de la musique chez eux. Je les mets 10 jours en studio, ils sont pas aussi à l'aise que chez eux, tu vois. Ils feront jamais un aussi bon album que si c'est chez eux, tu vois. On va sur les arrangements et tout, on va en studio, genre, mais pas avant, quoi. Ah non, c'est clair. Bah, moi, le premier, j'ai commencé dans ma chambre, j'ai fait du son dans le après, train, tu fais la musique dans le train. Un peu, Enfin, vraiment, il faut que tu sois à l'aise, il faut que tu sois à un endroit où tu te sens chez toi, pour le coup. Et c'est ça, c'est vraiment le bon côté de cette démocratisation. C'est-à-dire qu'on peut n'importe où, à partir du moment où on a un PC portable ou un truc, composer et même dans un avion ou quoi, être inspiré et communiquer directement son inspiration, la mettre sur le papier, quoi. Enfin, sur un ordi pour le coup. Mais ouais, c'est vraiment... je dis le bon côté de la chose parce que d'un autre côté, ça inonde le marché et du coup, c'est très difficile de se démarquer aujourd'hui. Vraiment. Pour un artiste qui commence, je les plains franchement parce que je sais que déjà, au moment où moi j'ai commencé, ça a commencé à devenir difficile. Aujourd'hui, il y a tellement d'artistes. Ouais, c'est dur. Hein. Quand ils te disent c'est quoi ton conseil pour que je réussisse, c'est vrai, genre tu te dis je suis pas un buzz, mais c'est hyper dur de dire ça à quelqu'un. Ouais, non, c'est clair. Non, mais d'où l'importance des communautés finalement. Parce qu'aujourd'hui, ce sera plus une carrière solo qui sera en train d'exploser, ce sera un petit collectif de potes qui ont fait du son ensemble, qui ont créé leur DA, leur espèce d'image. Et ça va forcément faire du bruit parce que le bouche à oreille va marcher. Plus que si le mec était tout seul dans sa chambre. Donc c'est vraiment voué à exploser ce truc-là, je pense. Ouais, le digital, de toute façon, c'est un truc hyper particulier. On peut en parler longtemps, mais le digital, c'est un truc qui a permis la démocratisation de la musique, surtout en plus en musique électronique, rap, tous ces trucs. C'est vraiment des structures comme Believe, avec qui nous on bosse par exemple, nous aident énormément là-dessus. Mais ça rejoint tous ces réseaux, etc. Donc c'est vraiment maintenant, on est dans un truc de... Nous, par exemple, on fait toujours du vinyle, mais c'est hyper particulier. Enfin, genre, je sais exactement le public qui achète des vinyles et il devient de plus en plus rare, entre guillemets, ou alors ils vont l'acheter pour le poser sur la petite... déco, quoi. Sur la déco Pinterest. Mais en vrai, non mais tu vois ce que je veux dire, ils n'ont même pas de platine vinyle, mais c'est juste pour l'objet. Bien sûr. Mais c'est vrai que le digital, du coup, moi je trouve ça génial. Enfin, je crache pas du tout dessus. C'est hyper dur pour nous, au niveau des droits, de récupérer, etc. Maintenant, il y a Believe, etc. le font hyper bien, par exemple. Mais bon, il y a toujours des histoires de droits voisins partout dans le monde. Enfin, c'est un peu un bordel. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font. Enfin, moi, tu vois, je ne suis pas du tout mathématicienne ou quoi que ce soit, mais ça me fait halluciner. Mais en tout cas, franchement, moi, par exemple, j'écoute de la musique, mais genre tout le temps, et je vois des trucs ça me fait halluciner, en fait, tout ce qui décolle, qui arrive, en fait, avec ça, quoi. N'importe qui a sa chance, en fait. Et si t'arrives à être dans le bon truc, le bon machin, dans la bonne playlist, dans le bon truc. Il y a surtout ce truc des playlists et tout ça qui fait que si t'es playlisté, maintenant, genre la radio, je dirais pas que c'est fini, mais presque. Si. Les gens, ils sont chez eux, ils vont sur Spotify, Deezer, ils font playlist chill out apéro,
Et boum, et si t'as ton artiste qui est là-dedans, bah voilà, tu vois, nous on en a ces 6 millions d'écoutes et c'est ça qui fait que ça marche. Et qu'après, derrière, tu peux atteindre l'inter aussi beaucoup plus facilement que si on était que dans du CD, quoi. En indé, on pourrait pas avoir une puissance inter autant si on n'avait pas le digital, hein, je pense. En fait, tout ça, finalement, en prenant du recul, on s'aperçoit que c'est juste des technologies, donc radio, internet et compagnie. Et le vrai, comment dire, le vrai élément déterminant, c'est le public, où il est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le public s'éloigne des radios, beaucoup moins dans ce... Bon, après, ça existe et ça perdure parce qu'il y a quand même... Enfin, ça reste, quoi. Tout le monde, je monte dans la voiture d'un pote, il écoute quand même la radio, quoi. C'est pas encore devenu un truc comme, je sais pas, écouter un CD sur un baladeur CD, quoi. Tu vois. Donc le public, en fait, c'est le public qui détermine comment les choses vont évoluer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'iPhone qui explose et qui est dans toutes les poches, tout cet aspect Internet fait que les radios, les playlists Spotify et compagnie deviennent les nouvelles radios, quoi. Avec la force de frappe qu'elles avaient avant, quoi. Mais du coup, par rapport aux playlists, c'est vrai qu'aujourd'hui, un artiste peut, je pense, faire un buzz à partir d'une entrée en playlist, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on va avoir, je sais pas, 300 000 auditeurs sur un titre, et du coup, le titre va devenir connu. Après, il y a quand même un truc un peu dur, je trouve, de transformer des écoutes en followers, tu vois, en gens qui vont vraiment t'écouter, parce que il y a plein de gens qui vont venir, par exemple, nous sur un titre de Clément Bazin, on a eu genre 6 millions, même 10 millions d'écoutes. Mais tu vois, les gens, ça n'a pas transformé, genre, tu vois, il est que à 8000 fans sur Facebook. Et du coup, ça va pas transformer l'écoute en like. Et c'est con parce que pour nous, un like, c'est plus important sur un développement d'artiste. Alors justement, c'est un peu le débat genre, qui est un peu compliqué. Et après, les clair. gens, ils vont dire « Ah, Clément Bazin et tout, ça me dit vite fait un truc. » Et tu leur fais écouter le morceau, ils font « Ah bah oui, tu vois. » C'est hyper dur. Clair. Et en fait, ça, je pense que c'est directement lié au fait que ce système de playlist avec la simplification des distributeurs qui sont accessibles à tout le monde, ça induit qu'il y a un tel flot de musique que justement, c'est-à-dire que c'est les plateformes qui en bénéficient, mais pas les artistes. Parce que les artistes, ils cartonnent un jour, le lendemain, ça passe à une autre playlist avec tout un tas d'autres morceaux. Et donc, il y a ce côté un peu vicieux c'est-à-dire que effectivement, il faut les convertir, les gens qui ont écouté, donc il faut trouver des moyens. C'est pas forcément évident sur les plateformes, quoi. Comment est-ce que tu fais pour engager un public qui a juste passé sur une playlist et qui est... Moi, le premier, tu vois, quand j'écoute de la musique sur Spotify, je sélectionne mes trucs et c'est fini, quoi. Je vais pas chercher qui était l'artiste, je vais écouter ses autres titres, tu vois, c'est vraiment une... moi, je fais ça. Ouais, bah t'as raison. Je suis une digueuse. T'as raison. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, je pense que c'est juste un moyen de découvrir des trucs, et vu qu'il y en a toujours des nouveaux et toujours des masses, donc... c'est vrai. Bah, en fait, c'est plus, les gens, ils vont s'attacher complètement à ça. Bon, après, je ne nous comparais pas à Headbangers parce que je trouve qu'ils ont un level, mais c'est normal, ils étaient là avant tout le monde et ils ont bien capté le truc. Et ils ont une image méga forte. Nous, je sais que maintenant, on l'a vraiment et qu'on est identifié comme tel, mais ça a été un gros travail, tu vois, même sur l'identité graphique, sur plein de choses, où genre, on a essayé, tu vois, de faire un truc qui reste dans la tête des gens. Et après, oui, on va le développer plus comme une marque en faisant nos soirées, etc. Et ce qui est cool aussi, c'est que il y a un peu ce truc des artistes nowadays, quoi, où il y a cette famille. Et là, les gens vont pas forcément se dire « Ah, ok, je vais à cette soirée parce qu'il y a tel et tel artiste, c'est parce que c'est nowadays. » Mais c'est un travail de tous les jours. Là, on commence à l'atteindre, je trouve, mais ça a été hyper dur parce que forcément, quand on a un Fakir, la fine équipe, qui ont déjà des identités méga fortes, et qui sont pas tout le temps à dire genre... Après, les artistes, eux, d'eux-mêmes disent nowadays, tu vois, donc du coup, les gens, c'est ça qui leur rentre dans la tête, mais voilà, vu que Fakir, par exemple, maintenant, il a vraiment pris son envol, ou des choses comme ça, du coup, c'est vrai que les gens l'associent fort. Enfin, c'est hyper dur, hein, c'est un travail de tous les jours. Par exemple, DDM, ils ont une image visuelle forte, etc., mais genre, je pourrais pas te dire tous leurs artistes, par exemple. Je trouve que c'est très, justement, c'est plus dur. Headbangers, je pourrais te dire tous leurs artistes, Rush aussi, parce qu'il y a plus ce côté marque, un peu brandé, faire du merch, du machin. On est plus comparable à Rush, je pense, sur ce truc-là. En vrai, c'est vrai que finalement, ce qui fait vraiment la différence, il y a, on dirait, 50% d'image, donc de bosser l'image, donc une image de marque précise qui est récurrente.
Et d'un autre côté, l'engagement des artistes, quoi. Ouais. Quand tu compares à Headbanger et leur succès, c'est d'abord, ça commence par une bande de potes, Pedro, qui met en relation un certain nombre de ses potes. Et à partir de là, vu qu'il y a une image solide et qu'il a trouvé le graphiste qui est son ami, qui fait tout, tu as une espèce de mariage entre ces deux trucs-là qui fait un succès, quoi, vis-à-vis du public, parce que le public sait se repérer. Donc il y a cette espèce de truc identitaire, quoi, finalement, où tu dis, bon, ben voilà, ça c'est Headbanger et c'est bon. Dès que tu vois, ne serait-ce qu'un artiste sapé d'une certaine manière, tu sais que ça fait référence à, tu vois, c'est vraiment un truc qui est travaillé, quoi. C'est pas complètement spontané, ça. Il y a un gros travail derrière. Et c'est vrai que je pense que c'est un mix des deux qui fait le succès d'une maison comme ça. Ouais, je suis d'accord. C'est juste que, en gros, on n'a pas la même logique. Nous, on va être plus dans un truc créa et essayer de trouver toujours des idées. Par exemple, sur ces derniers temps, au lieu de faire juste un clip sur un son, on va réfléchir à une sortie d'album et on va se dire, mais qu'est-ce qui va faire que ça va retenir l'attention au-delà du fait que c'est ce groupe, qui fait que il nous faut du visuel, etc. Et nous, du coup, maintenant, on crée vraiment. Tu vois, par exemple, juste sur une soirée, on va pas juste poster le visuel, etc. Il va y avoir de l'anime, des gifs, des machins. Enfin, tout va être réfléchi. On a des plannings de posts. Enfin, mais effectivement, je pense que les majors, ils ont quand même des bonnes idées en vrai et il y a quand même des bonnes teams marketing, mais en fait, c'est horrible, c'est pas de leur faute, c'est que y a quelqu'un au-dessus qui leur demande en fait de faire ça, alors que nous, il y a un artiste qui va me dire ouais, Ellie, demain, là, j'ai fait une petite vidéo, ça me fait triper, je me suis filmée chez moi en train de mixer des vinyles, je peux le poster. Et le gars va savoir exactement à quelle heure le poster, comment le poster, combien il faut mettre d'argent pour le sponsoriser. Ils sont un peu plus malins, on va dire, et ils vont plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire, si tu veux faire ça en major, il va falloir le dire 1 ou 2 semaines avant pour que ça soit dans la logique du truc, etc. Nous, on s'adapte plus facilement à ce que l'artiste... Enfin, tu vois, s'il nous dit ah, vas-y, là, j'ai fait mon petit truc, j'ai envie de le poster maintenant, bon, on va lui dire ouais, c'est pas bien de faire 2 posts par jour, mais en soi, fais-le. Enfin, tu vois, c'est pas... c'est exactement ça. C'est vraiment... C'est un peu plus... Après, on essaye d'être hyper carré, avec eux, etc. Mais moi, je suis pas dans un truc d'aller à l'encontre de ce que le gars veut. Enfin, ça reste son projet. C'est pas... Tu vas se dire, bon, t'auras fait 2 posts, il y en aura un qui aura moins marché. Mais en vrai, des fois, c'est même des artistes qui nous apprennent des trucs, quoi. Douchka, nous, tous les jours, il nous fait marrer parce qu'il nous fait apprendre des trucs, en fait. Mais là, vous n'avez pas posté à bonne heure, vous avez mis trop de liens, trop de trucs dans le post. Et finalement, c'est ça qui est cool aussi en label indé, c'est que sinon, un artiste aurait juste laissé le truc et aurait fait, bon, faites-le, tu vois. Enfin, c'est pas la même. Ouais. Je pense que la vraie évolution, elle est là, quoi. Ne serait-ce que du point de vue de l'artiste, le public aujourd'hui veut du spontané. Et donc déjà, d'entrée de jeu, quand il faut que tu communiques sur une idée spontanée que tu as eue avant de le mettre sur les réseaux, il n'y a plus de spontanéité, on est d'accord. Tu perds déjà, même si tu veux le refaire, même si tu as quand même perdu un truc comme ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est le public qui demande moins de travail, de construction, de trucs, et beaucoup plus, même si c'est pour un contenu qui est beaucoup moins qualitatif, peut-être, tu vois. Quand tu vois le nombre de vlogs qui ont explosé et compagnie, des fois, c'est tu brasses du néant, quoi, il n'y a rien derrière. Mais ça marche. Pourquoi ? Parce que le public veut un truc qui n'est pas travaillé en amont. Un truc qui vient de... instinctif, quoi. Et je pense que ça, c'est vrai que les petites structures, ou en tout cas les labels indépendants, ils sont vraiment dans la bonne posture, parce qu'ils bénéficient à la fois de leur expertise en tant que, il faut faire les choses comme ça pour que ça fonctionne, etc. Donc ils communiquent avec les artistes là-dessus, mais en même temps, ils les contraignent pas. C'est-à-dire qu'ils bénéficient aussi de l'expertise des artistes qui disent là, ça me parle, et donc ça va parler aux gens parce que je sais que je suis en train de communiquer un truc spontané, instinctif, qui va fonctionner. Et le fait que ces deux-là se groupent, ça donne une force de frappe qui, bien souvent, détrône les majors parce qu'elles sont encore dans un circuit, malgré elles peut-être, où c'est un peu beaucoup plus lent finalement, tu vois. C'est tellement gros que ça crée des... il faut ramer, quoi, pour amener une idée et qu'elle se concrétise, etc., quoi. Totalement, je dirais pas, mais oui, je pense. Enfin, en tout cas, ils s'y intéressent. Et ça, on en a conscience, quoi. Ouais, voilà. Enfin, je sais pas, toi, t'es mieux passé pour le dire que moi. Non, après, c'est vrai que c'est difficile parce que encore une fois, c'est pas naturel, quoi, comme truc. Il faut y penser. C'est un effort à faire, quoi. C'est pas un truc qui est forcément plaisant de toujours avoir ça en tête. Ah ouais, là, il faut que ce soit cohérent par rapport à ci, par rapport à ça. Mais je pense que tout le monde en a conscience. Finalement, aujourd'hui, c'est une marque de fabrique, tu vois. Son nom l'indique, quoi.
les gens s'intéressent à ça parce que ça les fait ressentir ce truc particulier et que tout le monde n'a pas, quoi. Après, c'est une histoire de génération, tu vois. Genre, nous, nos artistes les plus jeunes, ils vont le faire d'eux-mêmes et genre, ça va être hyper simple. Et après, il va y avoir un taf de plus longue haleine avec ceux qui sont, ouais, qui sont moins dans la génération Internet, quoi, et qui vont nous demander des conseils tout le temps. Ou alors qui vont écrire un peu des posts n'importe comment et tu vas dire, bon, ok. Enfin, qui ont un peu plus du mal à trouver leur façon de parler aux gens, quoi, tu vois. Mais sinon, oui, enfin, genre, moi, je trouve que genre Fakir, Douchka, enfin, les Ska, etc., ils ont vraiment leur façon de parler et les gens, ils savent comment ils parlent et du coup, ça marche, quoi. Enfin, ça marche bien. C'est vrai que c'est hyper générationnel comme phénomène, quoi. C'est-à-dire que nous, on fait partie de ces générations qui ont grandi avec Internet. C'est-à-dire que bon, on est un peu les tardifs, quoi, parce que... Mais malgré tout, moi, je suis pas né avec l'iPhone dans les mains comme les gamins d'aujourd'hui, mais voilà, quoi. J'ai vu le truc arriver à 15-16 ans. Et du coup, en fait, j'ai pas besoin de jouer un jeu pour être moi-même sur ces plateformes. Alors que pour des personnes qui n'ont pas vécu cette espèce de transformation, peut-être qu'il n'y a pas ce côté spontané et qu'ils sont obligés de réfléchir, cogiter et faire n'importe quoi du coup, parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout instinctif, évident, quoi. Mais ouais, vraiment c'est là que tu vois la différence importante, quoi, vis-à-vis des générations, et ce qui est en train de provoquer les changements sur le marché, c'est ça aussi, quoi. C'est une espèce de rupture entre les anciens et les nouveaux. Et avec tout ce que ça induit, quoi. Toutes les méfiances, les conflits, ouais, mais ça c'est trop technologique, oui, mais ça c'est pas assez artisanal, blablabla. Donc c'est vraiment un jeu. Pareil, il faut trouver un équilibre, je pense. Exact. Bah si, je pense que, bah, comme je te disais, ils ont toujours un œil en fait sur ce qui se passe en indé. Et pour le coup, en plus, Môme et Fakir, ils ont signé en licence dans le même label, donc c'est vraiment très drôle parce que ça se ressemble pas mal et du coup voilà, mais ils sont bossés par les mêmes personnes. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est évident qu'aujourd'hui, quand les mecs sentent un peu, ça, on en revient au truc un peu du buzz ou de surfer sur ce qui marche. Mais typiquement, genre Fakir, on avait déjà sorti un peu son tube avant même qu'il fasse son album avec une major. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils ont voulu absolument le remettre dans l'album justement parce que ce titre était le titre phare, etc. Mais pour moi, il l'a fait tout seul à la base. Et ça, c'était pour plus avoir un push et un peu un côté justement encore plus fat. Mais il y a toujours un peu ce truc un peu dur parce que quand tu arrives en major, tu as l'impression d'avoir des comptes à rendre aussi. Parce que forcément, tu as des avances, des choses comme ça. Et du coup, je sais pas si, sur la liberté artistique si ça fait pas un truc bizarre en fait. Sans vouloir m'avancer. Ouais, peut-être bien. Je pense que ça fait un truc un peu... genre, tu vas faire un peu ce qu'on te demande, entre guillemets, mais en fait, on te demande rien, on te demande juste de faire de la bonne musique, mais ce qui ne veut rien dire. Sauf que des fois, je pense que tu fais des trucs qui te ressemblent pas forcément, ou alors tu te renfermes et tu fais des trucs un peu trop spé, et du coup, les majors n'arrivent plus à le bosser, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il peut y avoir ce contre-coup. C'est vrai. Après, je pense qu'il existe aussi... même si t'es pas signé en major, finalement. Parce que finalement, t'as du mal à savoir où est le public et comment partager ton son avec le public, tu vois. Donc la même galère vis-à-vis de... je pense que ça rajoute un truc avec le major, quoi. Parce qu'en plus de ça, t'as aussi les attentes, entre guillemets, d'une équipe dont tu sais pas justement dans quel sens faut aller, etc. Mais rien que ça, tu vois, rien que cette idée de se dire dans quel sens faut aller, tu sais que ça commence déjà à mal tourner, quoi. Mais après, c'est un peu un conseil en tout cas, il faut être vraiment ready, je pense, si tu es en major. C'est pas, tu vois, si tu fais un tube en radio, derrière, faut l'assumer et il faut partir en tournée avec et il faut genre assumer ce truc et c'est un taf de ouf et il faut vraiment s'en rendre compte parce que je pense que les gens ils sont là, j'aimerais trop que ma musique elle marche, mais en vrai, tu vas pas être dans ta chambre, tu vas partir en tournée pendant 3 mois. Faut être quand même. C'est beaucoup d'investissement, non, c'est clair. Faut être prêt. C'est ça.